Bonsoir à tous, je suis Thomas Moreau, je suis architecte software à Supralog depuis à peu près 1 an. Et ce soir, on va parler non pas de cloud comme le titre l'annonçait, mais de tests, en particulier de tests fonctionnels, et en particulier de Cypress, qui est un outil open source qui est assez nouveau et qui permet de faire des tests fonctionnels automatisés. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est un outil que j'ai considéré pour nos équipes à Supralog. Donc déjà, je voulais commencer par une question un peu fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on fait des tests? Bon, on va se poser 5 secondes. Il y en a sûrement qui vont me dire, bah non, ça sert à rien, tester c'est douter. D'autres qui vont me dire, ouais, bah ok, on fait des tests, effectivement, il faut en faire. Bon, plus concrètement, on le sait tous, on en fait pour documenter notre code, pour penser à ceux qui vont passer après, pour évidemment réduire les bugs sur notre projet, et du coup améliorer sa stabilité, gagner en confiance grâce à ça, et du coup rajouter des features sans trop stresser et pouvoir faire des refactoring de manière un peu plus sympa. Bon, jusque-là tout va bien. Ce soir on va parler de tests automatisés. Donc les tests automatisés, il y en a différents types, 3 qui sont bien connus, qu'on schématise souvent avec cette magnifique pyramide. Tout en bas on a les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est des choses qui sont très faciles à écrire, qui tournent très rapidement, et du coup, les développeurs en écrivent en général beaucoup. Ensuite, on a les tests d'intégration. Là, déjà, ça se complique un peu. Il faut souvent configurer des choses, parce qu'on va vouloir tester des composants qui doivent fonctionner ensemble, mais de manière isolée. Donc, il va falloir moquer des DB, moquer des services, et faire tout un tas de choses qui peut être long, et malheureusement, à cause de ça, ils passent des fois à la trappe. Assez souvent, en vrai. Et au final, ceux dont on va plus particulièrement parler ce soir, on a les tests end-to-end ou fonctionnels, qui sont des tests du coup, de fonctionnalité, comme leur nom l'indique. Ceux-là, ils sont plus longs à exécuter, ils sont un peu plus lents. Ils sont lents aussi à mettre en place, parce qu'il va falloir déployer notre application, les services, les DB, toute la partie back-end, tout configurer. Et en plus, ils ont une mauvaise réputation. Ils ont une réputation d'être instables et de fail des fois, mais pas toujours. Et du coup, pour toutes ces raisons, c'est souvent considéré comme quelque chose de trop cher à mettre en place dans un projet. Et malheureusement, ils sont soit aussi passés à la trappe, soit les équipes consciencieuses vont écrire des tests manuels dans des gros fichiers Excel, par exemple, qui vont tourner avant chaque release, pour essayer de s'assurer qu'on n'a pas de régression fonctionnelle. Il y a aussi des gens qui font des tests end-to-end automatisés, on va en parler. Donc, malheureusement, en fait, les deux du bas, les unit tests et les tests d'intégration, ils sont totalement indissociables en fait. Si on fait l'un et pas l'autre, on peut se retrouver avec des situations un peu bizarres. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Et les tests end-to-end, en fait, pour moi, c'est ceux qui sont vraiment les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui testent notre produit, comment il doit se comporter, est-ce qu'il se conforme à ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'est ceux-là qui sont les meilleurs pour nos utilisateurs et du coup pour notre business. Du coup, où est-ce que j'interviens moi là-dedans? À Supralog, un de mes rôles, c'est d'optimiser et d'améliorer les processus de développement de notre cycle produit, notre cycle DevOps. Le cycle DevOps, bon, je ne vais pas détailler toutes les étapes, mais en gros, il y a différents cœurs de métier qui doivent travailler ensemble, des développeurs, des équipes de test, des opérateurs. Et pour optimiser ça au maximum, on va essayer d'automatiser tout un tas de choses pour réduire les temps d'attente entre chaque partie du cycle. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et le challenge à Supralog, c'est qu'on a une PME d'environ 50-60 employés, et du coup, on n'a pas d'équipe de test. Et on n'a pas d'opérateur non plus, en fait. Et qui fait ça, du coup? C'est les développeurs. Voilà. Donc, les devs, ils sont un peu multicasquettes. Rassurez-vous, ils savent faire aussi les tests et l'opération, mais du coup, il faut des outils adaptés, parce que ça reste des développeurs à la base. Et là où je réponds en partie à une question ce soir, c'est cette partie-là en vert. Comment est-ce qu'on fait faire des tests automatisés end-to-end à des développeurs qui ne sont du coup pas une équipe de test? Voilà. Donc, au début, il y a quelques mois, je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'on a sur le marché pour faire des tests automatisés end-to-end? La réponse universelle, c'est Selenium,
Voilà, c'est la tradition, c'est comme ça. Et, ou alors tout un tas d'outils assez récents comme Nightwatch ou Protractor pour ceux qui font de l'Angular. Mais ils ont tous un point commun, ceux-là. Est-ce que vous savez? Ils sont tous basés sur le même moteur. Ils sont tous basés sur le moteur de Selenium, qui est WebDriver API. Et du coup, en fait, ils ont tous les mêmes défauts. Même s'il y en a qui sont plus sympas que d'autres dans les différents projets qu'on va utiliser, ils ont tous les mêmes défauts fondamentaux. On va essayer de voir ce que c'est. Déjà, Selenium, c'est quelque chose qui a été créé il y a un petit moment déjà. Ça a été créé en 2004, et à l'époque, les applis web, parce qu'on parle bien d'applications web, elles étaient un peu différentes de celles qu'on a aujourd'hui. C'était pour la plupart stateless, c'est-à-dire que quand on cliquait sur un bouton, par exemple, on était redirigé vers une nouvelle page qui était complètement rechargée, et la plupart du code JavaScript qu'on avait, c'était plutôt pour du style, des animations. Et on avait la majeure partie de nos traitements qui étaient plutôt synchrones. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. La plupart de nos applications, elles sont basées sur des frameworks JavaScript comme Angular, React, Vue, et elles sont du coup stateful, et on a beaucoup de choses qui se passent derrière et qui sont des traitements asynchrones. Ça a un peu changé quand même. Selenium, il marche super bien avec des vieilles applications web, il n'y a aucun défaut. Ça vaut le coup de s'intéresser un peu plus à comment marche Selenium. Il marche pas mal, hein, on ne va pas se le cacher, mais globalement, ce qu'il fait, c'est que quand on va lui demander à un instant choisi, arbitraire, il va appeler l'API du browser pour demander un snapshot de ce qui se passe à cet instant T, et il va pouvoir l'analyser. Mais du coup, vu que c'est arbitraire et que ça se repose sur la WebDriver API, qui en fait est une API stateless, eh ben, ça va mal marcher dans une application stateful, où il va se passer plein de choses en parallèle, et où il va falloir faire le bon choix de moment pour analyser ce qu'on veut analyser. Et du coup, on va très souvent, ou dans pas mal de cas, se retrouver avec des tests qui sont instables, et qui vont fail des fois et pas d'autres, parce qu'il y a une requête peut-être qui a pris plus de temps que d'habitude. C'est un peu dommage. Il y a d'autres problèmes, hein. On ne va pas tous les citer, mais la partie mocking, elle n'est pas très évoluée, donc pour simuler des services, des DB, etc. Et surtout, si on parle de la vitesse d'écriture et d'exécution des tests, elle est relativement lente en général sur les frameworks basés sur Selenium. Et du coup, ce n'est pas vraiment adapté à une approche TDD, ou BDD pour Behavior Driven Development, mais ça reste de la Test Driven Development. Du coup, ils sont trop lents à exécuter, trop lents à mettre en place, parce que en fait, il faut tout installer, il faut que la feature elle soit là, et il faut que ce soit disponible. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec des tests end-to-end qui sont écrits une fois que les features ont été implémentées, et du coup, souvent par des équipes de tests dédiées qui font ça au fur et à mesure que les features sont mergées dans notre code. Si on prend le côté des développeurs, en fait, si on donne un outil de test end-to-end, il va falloir l'installer, il va falloir le configurer. C'est un autre outil peut-être, qui ne s'intègre peut-être pas dans l'IDE favori du développeur. Et quand il va faire le snapshot, on va peut-être avoir une erreur quand on a un test qui ne passe pas. Bon, c'est un peu flou là, excusez-moi, mais même s'il y a une stack trace qui est peut-être un peu claire, des fois c'est un peu compliqué de savoir vraiment quelle est la cause de ce problème-là. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on se pose les questions, est-ce que c'est une requête qui a fail un peu avant, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et on se lance dans une espèce de chasse au trésor un peu hasardeuse peut-être, et ça peut être assez long à débugger. Et du coup, si le dev il fait ça toute la journée, à la fin, il va se sentir un peu comme ça, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Et du coup, je hais les outils de test end-to-end, et plus jamais je n'en ferai. Incroyable. C'est là que Cypress arrive. Bon, c'est pas un miracle non plus, mais Cypress, il essaye de répondre à tous ces problèmes-là. Cypress est du coup un outil open source. C'était le sujet ce soir, techno open source aussi. Et qui fonctionne sur toutes les plateformes, qui a été créé récemment. Donc le projet il a commencé en 2015, pour une première release en 2017, donc c'est vraiment très jeune, mais c'est quand même très abouti. Ça a été conçu pour des développeurs, et pour des équipes de test ingénieurs, mais surtout pour des développeurs. Et surtout pour tester des applications web modernes, basées sur des frameworks dernière génération, stateful. Du coup, Cypress, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous permettre de faire des tests end-to-end, aussi des tests d'intégration,
et peut-être même des tests unitaires, parce qu'en fait, il peut tester n'importe quoi qui va tourner dans notre web browser. Pourquoi pas? Il va faire globalement la même chose que les outils basés sur Selenium, il va orchestrer le browser, faire des tests comme si l'utilisateur cliquait, etc., naviguer. Il va faire ça d'une manière totalement différente. Comment ça fonctionne? Cypress, déjà, à la base, c'est codé en JavaScript et c'est une application Electron. L'application Electron, du coup, quand on va lancer Cypress, elle va lancer un web browser, Chrome. Notre application qui est déployée, du coup, elle va être chargée par ce web browser. Et Cypress, il va être aussi à l'intérieur du browser. Ce qui fait que ça rend le truc hyper intéressant parce qu'il va pouvoir voir absolument tout ce qui se passe dans l'application en temps réel, analyser le DOM, monitorer tout ce qui se passe et même le manipuler si on lui demande. Ça déjà, c'est plutôt cool. Un autre truc intéressant, c'est que notre application, quand on va exécuter un test ou quand on va s'en servir, elle va évidemment sûrement faire des requêtes XHR vers notre serveur, nos services ou des choses qu'on a côté back-end. Ça semble assez classique. Du coup, Cypress, il vient avec un intercepteur qui va déjà de base tout monitorer. Donc toutes les requêtes qui passent, elles vont être monitorées. On va pouvoir tester le nombre de requêtes qui passent. Il n'y a rien à installer, c'est déjà tout préconfiguré. Mais aussi, du coup, il va nous permettre de moquer vraiment très très simplement, on verra ça pendant la petite démo que je vais vous faire, et de répondre, comme si notre serveur avait répondu, à une requête qui a été envoyée par notre application. Bon, ok, on peut répondre des ensembles de données figées, de tests, anonymisés, tout ça, pour essayer d'exécuter des tests, je vais y arriver. Mais on peut surtout, en 2-3 lignes de code, avoir notre serveur configuré pour qu'il nous remonte des erreurs qu'on aurait du mal à configurer sur notre appli en prod, ou sur notre appli en environnement de dev déployé complètement. Ça peut être super long à mettre en place. Alors que simuler une réponse avec une erreur 500, là, ça devient hyper facile. Donc c'est idéal pour faire du mocking, pour faire des tests d'intégration. Et il y a un autre truc intéressant, c'est que Cypress, vu que c'est une application Electron, il peut aussi faire ses propres requêtes à nos services. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous allez me dire, ok, pourquoi on parle de ça? Eh bien, parce que on peut par exemple s'authentifier à un service au préalable, avant de tourner tous nos tests, et garder peut-être notre cookie de session ou un token, et du coup ne pas avoir à se loguer à chaque fois qu'on va tourner nos tests dans notre application, par exemple. Il y a d'autres cas d'utilisation, mais ça rend le truc un peu plus flexible et un peu plus puissant. Donc maintenant, si on jouait avec un peu, ce serait peut-être un peu plus sympa. Parce que bon, ça paraît cool, il faut tester. Avant tout, on va utiliser une appli que la plupart des devs front-end connaissent. Une appli to-do MVC classique, qu'on voit dans plein de technos différentes. Mais je l'ai un peu modifiée. Donc là, je l'ai appelée Supra to-do, parce qu'à Supralog, tout s'appelle Supra quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait globalement? On a mis un peu de CSS orange, quoi. Et on lui a rajouté un service, donc un côté back-end, histoire que ce soit intéressant à le déployer et montrer que ça ressemble à une vraie application, quoi. Donc là, la partie gestion des tâches, elle est envoyée sur un service de gestion des tâches qui va stocker nos to-do dans une base MongoDB. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Écrire des tests avec Cypress pour essayer de tester cette application assez simple. Première chose, je suis développeur, je ne vais pas le faire en live parce que je n'ai pas envie de télécharger mes .NET modules. Comment ça s'installe? npm install Cypress. Voilà. Vous attendez 30 secondes, tout est configuré, tout est prêt, vous pouvez tester. Vous pouvez écrire vos tests. Facile. Déjà, toute la configuration de l'outil de test, plutôt simple. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer sur le bureau Cypress. Donc là, je vous l'ai lancé juste avant. Je peux vous le relancer si vous voulez. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai pas de serveur. Tiens, effectivement, j'ai peut-être oublié de lancer un serveur. La gestion d'erreur est vraiment très bien faite. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Ah oui, mon serveur front-end est arrêté. Tiens. Hop. Voilà. On va mettre le back. Et là, du coup, si je reviens, normalement, il ne devrait pas gueuler si je lance ça. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble avec une vraie suite de tests. Donc là, j'ai lancé la suite de toute l'application qui va essayer d'orchestrer
ce supra-to-do application. Il rentre des trucs, il orchestre, il est en train de me tourner toute la suite. Et du coup, ça, c'est mon application Electron, où j'ai mon application qui tourne, et Cypress, qui est vraiment dedans, qui monitore tout, qui exécute mes tests, et qui me permet aussi de voir, dans ce mode dev sur laptop, tout ce qui se passe. On va voir qu'on va pouvoir aussi remonter le temps, c'est assez sympa. Bien sûr, il y a un mode headless pour la partie CI et automatisation. On n'a pas forcément besoin d'un écran pour regarder ce qui se passe. Donc là, on va attendre juste la fin. Je pense qu'il y en a encore pour à peu près 3 secondes. Voilà, il a fini. Donc là, il m'a exécuté tous ces tests-là. Et ce qui est assez sympa, c'est que on peut voir les détails. Là, typiquement, pour ce test, il a récupéré la page. Il a chargé. Visite, hop. Là, il a focus l'élément. Il a fait une requête XHR pour récupérer la liste. Ok, bon, rien du tout. Là, s'il a fait new to do, qu'est-ce qu'il a fait? Requête, ok, il a focus, il a récupéré l'élément, il a tapé buy some cheese. Je peux même avoir accès à mes DevTools, parce que je suis développeur front-end, je peux aller voir ce qui se passe, côté réseau, côté source, je peux mettre mes breakpoints. Tout ça, c'est lié à mon code source. Et assez sympa, c'est que aussi Cypress, quand on est dans ce mode-là, va me permettre de visualiser des choses dans ma console. Typiquement, là, ma requête, il la log, et je peux parcourir ce qu'il y a eu dans ma requête facilement, directement en cliquant via cette UI. Et ce qui est vraiment cool, c'est quand un test il fail, on peut voir absolument tout ce qu'il a fait. Et remonter le temps en disant, ouais, effectivement, là, ma requête, elle n'a pas remonté ce que j'attendais. Et c'est vraiment hyper facile et hyper visuel, en fait. Vraiment sympa. Enfin, c'est à vous de me dire après, mais moi, c'est mon avis. Donc, voilà pour la partie UI. Ok. Qu'est-ce que je vais vous faire? On va rouvrir mon éditeur. On va essayer de se le mettre sur le côté, comme ça. Histoire que vous voyez aussi. Ah, ça va être un peu galère avec un écran, je vous préviens. Voilà. Je vais juste préparer un petit fichier là qu'on va lancer. Donc c'est celui-ci. Évidemment, il se remet là. Voilà. Donc là, il ne fait pas grand-chose. Et j'avais mis un only sur ce test-là. J'aurais peut-être pas dû. Hop, on va l'enlever. On va le relancer. S'il te plaît. Voilà. Donc là, j'ai le premier test qui focus. On va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais peut-être zoomer un peu du coup. Parce que j'imagine que là, vous ne voyez pas grand-chose. Peut-être mieux. On va essayer de mettre ça plus large. Ça plus petit. On voit plus supra-to-do, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, on va y arriver. Nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est le début de mon fichier de test. Je vais fermer ma console, j'en ai pas besoin. Et en fait, Cypress, il est basé sur des technos qui sont bien connus des devs front-end, des devs JavaScript. Il embed Mocha, Chai, et tout un tas de libs qui sont utiles. À quiconque sait manipuler du DOM. Typiquement, il embed jQuery, il embed Moment.js pour gérer des dates ou des durées. Il embed Sidon.js pour faire du mocking, si vous connaissez bien Sidon. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui sont déjà pré-câblées. Et du coup, c'est très facile d'arriver avec ce fichier-là. Il se génère aussi. Là, j'ai juste créé. C'est une syntaxe classique de Mocha, ou Mocha, ça dépend comment vous le prononcez. Donc là, j'ai dit qu'avant chaque test, je fais une requête, parce que là, mon back-end, je lui ai fait un petit service bizarre qui va me reset ma DB. On verra plus tard pour enlever ce truc. Et je vais visiter ma page principale. /. Là, j'ai mon test. On voit qu'il y a CI, Cypress, si vous voulez, point focused. Donc là, c'est l'élément qui est focused. Il doit avoir la classe new-to-do. Donc ça veut dire que quand on arrive sur la page, on doit avoir cet élément qui est sélectionné. Maintenant, je voudrais écrire un test assez simple. Je voudrais écrire le test qui me permet de vérifier qu'on peut ajouter une nouvelle tâche. On va le faire ensemble. Comment on va faire? Déjà, je vais voir comment ça marche sur mon application, peut-être. Ça ne paraît pas trop bête.
sur mon application, je vais aller là, je vais taper Sophia conf, on n'y voit rien, je vais le mettre en plein écran, voilà, entrée, et là en fait, ouais. Voilà, donc là il me dit ce qu'il a fait en fait, il me dit qu'il a fait une requête, tout doux, je peux ouvrir mon debugger, et en fait d'abord je vais sélectionner ça, donc, pour savoir je vais juste faire ça, hop, et là il me dit l'élément, donc là j'ai Siri.get, il m'a donné un sélecteur unique pour sélectionner ce machin, je peux le mettre dans mon presse-papier, revenir à mon éditeur, dire bah déjà je vais sélectionner mon élément. Super. Et ensuite je vais pouvoir faire chaîner ça avec un type et taper ce que je veux. Là je vais taper par exemple Sophia conf is awesome. Voilà. Et il y a des petits raccourcis pour éviter d'appeler trop de méthodes, comme ça, des chaînes qui font taper entrée à la fin de notre saisie. Là déjà si je fais ça, on peut voir qu'il le fait derrière. Il l'a exécuté. Allez, vas-y, voilà. Il est arrivé. Donc voilà, il m'a tapé ça, et il m'a fait entrer, il a fait ça. Superbe. Il m'a fait une requête, il m'a entré mon test. Donc après, qu'est-ce que je veux faire à ce niveau-là? Je peux même voir, là c'est au moment où il a fait la requête, donc là c'est pas encore parti, au moment où il a reçu la réponse, il m'a vidé mon champ, et il m'a ajouté ça dans la liste. Donc la liste c'est une liste ULLI, hein, toute simple, on va essayer de la sélectionner. Histoire de gagner un peu de temps, je vais vous dire qu'elle s'appelle To-Do List. On va y arriver. To-Do List, si je me rappelle bien. Et celle-ci, on va prendre les LI de cette To-Do List, histoire d'aller plus vite. Et on va prendre son premier élément. Comme ceci. Merveilleux. Et le premier élément, je voudrais que... c'est quoi? C'est un label, je crois. Je crois que c'est un label. Je suis dev. Hop. Pardon. Il me reste combien de temps? Moins 2 minutes. Je peux écourter, hein. Ok. Vous voulez écourter ou c'est bien? C'est bien ou pas? Voilà. Bon. J'en ai pour 2 minutes 30, 3 minutes. Allez, 3 minutes. On va find label. Hop. Et du coup, ce truc-là, si je le fais comme ça, freestyle, ça devrait valoir, donc should, on va mettre, qu'est-ce que j'ai dans should? Contain, hop. Bien sûr, il y a de la complétion, hein, c'est intégré dans mon VS Code. Contain quoi? Sophia, allez, comme ça marche ça? Oula, il n'a pas l'air content. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Find label, ci.get. Ça passe pas? Retrying, ok. Ça s'appelle pas To-Do List peut-être? Je ne sais pas. To-Do List est lui. Est-ce que 0 c'est pas un string? Non. Ci.get. Alors? Ah oui, il manque le point, très juste. Voilà, il y a des gens qui suivent. Là, ça passe directement. Vous pouvez voir que là, si j'avais eu à coder ma feature add to do, c'est quand même assez réactif. Et surtout, je peux dire que je veux tester que celui-là. Donc là, je vais dire only. Hop. Si je tape et si j'enlève pas les parenthèses comme un bourrin, il va me tester que celui-ci. Et du coup, c'est vraiment très très réactif et c'est presque adapté à une approche TDD, on ne va pas se le cacher. On met ça sur 2 écrans, on voit directement ce qu'on est en train de coder et qu'on est en train de faire passer notre test qu'on a codé au préalable. Un autre truc intéressant, c'est les intercepteurs. Donc là, on voit que j'ai une requête XHR qui est partie en post. On peut voir son détail. Ce qui est assez sympa, c'est que pour l'intercepter, je vais juste faire au début de mon test, je vais faire ci.server, comme ça, avec une indentation correcte. Et ça, c'est tout ce que j'ai à faire pour dire je veux simuler un serveur.
On peut lui passer des options, mais ça suffit. Et je vais lui dire, quand tu vas trouver des routes qui ressemblent à ce que je vais te donner, par exemple, méthode, je crois, méthode, ouais, méthode post, et URL, to do, comme ça, voilà. Et je veux que tu me mettes un statut 500, tiens. Voilà, ça. Hop. Là, on voit qu'il ne m'a pas intercepté mon truc, il n'est pas gentil. C'est l'effet démo, vous savez. URL to do, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, il faut une réponse, évidemment. On va plutôt simuler la réponse. Réponse, comme ça. Et là, ce que je vous ai préparé, c'est que j'ai... Soit on met la réponse en dur, soit on peut se baser sur des fichiers qu'on met dans un dossier qu'on appelle fixture, qu'on peut organiser en fonction des features qu'on veut tester. Du coup, là, j'en ai un avec une réponse type qui correspond à celle de mon serveur, que je vais récupérer. Je vais juste récupérer le nom du fichier. Hop. Et je vais lui dire, tu vas répondre avec ça. Et du coup, fixture, ça. Normalement. Là, on devrait voir qu'il m'a marqué stub ici, donc il a intercepté ma requête. Il a fait comme si mon serveur avait inséré ce nouveau to-do, et il m'a répondu comme si mon serveur avait répondu. Déjà, on a fait un test d'intégration, là. On a simulé un backend. Incroyable. Et on peut simuler un statut. On peut lui dire, là, le statut, et tout ce qu'on veut, hein, évidemment. Mais statut 500, je trouve ça intéressant, moi. Voilà. Donc là, ça marche quand même. On peut voir qu'en console, j'ai bien mon erreur 500, mais que mon application, elle est mal codée, elle ne gère pas les erreurs. Voilà. C'est beau, hein? Incroyable. Bref, juste pour vous montrer autre chose, une remarque, c'est que Cypress, il est extensible. On peut faire des commandes particulières, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, j'en ai rajouté une, qui s'appelle ci.resetDB, au hasard, histoire de ne pas avoir ce truc hardcodé ici. Et ça peut être compliqué à faire. Donc ça, on veut l'abstraire, on veut le donner à tous nos tests à côté. Et on peut étendre le langage, on peut étendre la lib en rajoutant des choses. Donc là, il a fait la même chose. Hein. Et ça, comment ça se fait? On va aller dans support, commande. Là, on voit la commande que j'ai ajoutée. Si j'arrive à étendre mon éditeur. Ouais, c'est le plus compliqué. Hein. Voilà. Et ça fait la même chose que ce que j'avais fait avant. Et pour avoir la complétion, on va juste mettre un petit descripteur ici pour qu'il puisse me le chaîner et me le proposer dans mon éditeur. Voilà, j'ai étendu Cypress. Magnifique. Histoire de gagner du temps, on va voir ce que j'ai oublié. Ouais, supérieur développeur expérience. Fixture data. Il y a une très très bonne documentation, ça je ne l'ai pas dit, effectivement. C'est très très fourni. On peut aussi configurer tout ce qui est relatif à notre application web, au viewport, pour simuler une taille de device mobile, simuler un iPad, etc. Et il est assez intelligent, Cypress aussi. Il connaît les animations CSS et JavaScript, donc il sait s'interfacer et vérifier ce qui se passe dans le DOM à l'issue d'une animation, sans mettre des waits ou des timeouts bizarres. Et par défaut aussi, il vérifie qu'un bouton sur lequel on veut cliquer, il est effectivement visible par notre utilisateur. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Ce que font pas les autres. Ils disent, voilà, sélectionne l'élément et vas-y, clique. Un autre truc, c'est qu'il s'intègre bien dans la chaîne de CI/CD. Je vais juste vous montrer vite fait. Ils fournissent des images Docker pour exécuter ça de manière assez simple si vous avez une CI basée sur Docker. On va essayer de rattacher ça au côté cloud. Hein. Et si je prends, je vais y arriver là, je vous ai ouvert ma CI. J'ai des historiques pour le build de ce projet. Je peux voir, en cas de fail, par exemple, je suis capable de générer des vidéos. Donc là, je ne sais pas, je vais prendre un cas de fail, celui-là. Et ici, on peut voir que, OK, il a fail. J'ai un screenshot, quelque part, là. Je peux voir. Ou pas, ça c'était les logs. Ici, voilà. Un screenshot. À ce moment-là, ça a fail. OK. Et j'ai surtout une vidéo que je peux lire. Bref, que je pouvais lire, si j'avais cliqué au bon endroit.
Comment faire? Download. Enregistrer le lien. On va y arriver. Hop. Eh bien. Bon, et sinon, en attendant, on peut visualiser d'autres slides. La vidéo est censée se lancer. Petit problème de PC. Tant pis, en tout cas, il va retracer effectivement tous les tests qu'il a fait jusqu'au moment où il a fail. C'est pas très grave. Revenons à nos slides. Nous étions très très loin, quoique on était là. Voilà. On est au bout. Juste, évidemment, c'est assez jeune, ça a encore quelques limitations. On ne va pas toutes les détailler. Elles sont toutes très bien documentées. Et pour la plupart, il y a des workarounds. Typiquement, ça marche assez mal avec un process OAuth sur mobile, par exemple. Du coup, il faut, pour nos tests end-to-end, moquer les réponses d'identité. Et il y a des gens qui ont fait ça. Tout est partagé. Aussi, on doit rester sur le même domaine. Donc, si notre application doit naviguer vers différents domaines différents, différentes pages qui ne sont pas sur les mêmes domaines, il faut séparer ces tests-là. Malheureusement, c'est fait comme ça, pour des raisons de sécurité. Et uniquement Chrome ou les moteurs basés sur Chrome, comme Canary, etc., sont supportés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment adapté que pour des tests fonctionnels et pas de compatibilité cross-browser. Du coup, pour conclure, enfin, parce que vous attendez la conclusion depuis un bail, Cypress, c'est un nouvel outil de testing end-to-end et d'intégration nouvelle génération. Vraiment sympa à utiliser quand on est un dev. C'est très très réactif, c'est vraiment sympa. L'API, elle est assez complète, assez succincte et on peut l'étendre. Donc ça peut s'adapter aux besoins de chaque projet. Les tests, ils s'exécutent de manière assez rapide. Moi, je trouve que c'est adapté à une approche TDD. Il faudra tester, parce qu'on n'a toujours pas testé dans la vraie vie, mais je pense que ça peut s'y prêter. C'est pas encore parfait, mais oui, ça s'y prête. Et grâce au développement de ce nouveau moteur qui est vraiment intégré dans le browser et avec une nouvelle philosophie, il y a des nouveaux outils assez sympas qui voient le jour, comme Percy, qui est payant lui par contre, mais qui permet de faire du visual testing en prenant pas seulement des screenshots de l'application, mais de manière très intelligente, grâce à Cypress notamment. Et ça, je vous invite à aller voir, vous verrez que c'est assez sympathique et très très prometteur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. On a légèrement débordé de 13 minutes. Mais... Ouais. On va prendre une question, si on a une, sinon ça sera au cocktail. Des questions, du coup? Zéro question. S'ils en ont, mais ils n'osent pas. Je dois faire peur à côté de toi, c'est pour ça. Juste pour rattacher au cloud, si vous voulez. Oui? Ouais, on va l'utiliser. Avant, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on utilisait avant Cypress? Eh bien, on l'utilise toujours. Des fichiers Excel où il y a tout un tas de scénarios qui sont décrits. Et oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et encore, on est content quand il y en a. Voilà. On va pas se le cacher. Un petit sondage peut-être. Qui fait des tests end-to-end automatisés ici? OK. Automatisé, hein? Selenium. Avec une équipe de test? Les devs les font. D'accord. Très bien.